curieux, n'est-ce pas? Je vous réserve une petite surprise avec ceci. Et c'était la surprise de l'invité. L'invité Alexandre Goul, qui est venu de son jardin dans notre jardin. Parce que vous avez vu toutes ces belles plantes. C'est pour pas trop le dépayser. Alors bienvenue chez vous. Oui, ça c'est l'objet insolite que nous a apporté Alexandre Goul. Nous en reparlerons parce que je suis très insolité par cette petite chose. Bonjour Alexandre Goul, bonjour le peintre, bonjour l'homme des jardins. L'homme des jardins, pourquoi? Vous voyez, nous avons refait un décor très jardinesque, puisque chez vous, c'est un jardin extraordinaire. C'est au-dessus de Montreux, c'est merveilleux, on a été le filmer. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous prêter au petit jeu de la description de ce que nous avons vu ensemble pour nos téléspectateurs. Alors, on va passer une petite image ici, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alexandre Goul, jardinage. Alors, des bananiers, un araucaria qu'on appelle l'arbre à singe parce que c'est le seul arbre sur lequel le singe ne peut pas s'agripper, c'est trop piquant. Le palmier camérops, les fougères. J'ai essayé d'acclimater un certain nombre de plantes qui ne sont pas particulièrement de chez nous, et tout cela à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Évidemment, ces plantes réclament des arrosages, surtout par les chaleurs que nous connaissons ces jours. J'ai dessiné un petit peu ce jardin comme un décor de vacances, puisque je ne quitte pas ma maison entre juillet et août. Et c'est ma femme qui en fait essentiellement l'entretien, qui dispose ses fleurs. C'est extraordinaire, on se croirait vraiment au-dessus d'Antibes ou au-dessus de Nice. Tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup de ces plantes que j'ai ramenées avec moi de voyage, et notamment de la Côte d'Azur. Oui, là, on voyait le temps était à l'orage. Ah, je vois une bouteille, donc voilà la vigne. Voilà la vigne. Votre vigne. Une vigne que je soigne depuis 35 ans maintenant, mais dont je m'occupe principalement de la vinification. Alors justement, tout à l'heure, je sortirai de la cave quelques bonnes bouteilles, puisque vous nous avez apporté le produit de votre vigne. Le pinot noir. Un pinot noir, je vois un muscat, alors ça c'est extraordinaire, un muscat de Montreux. Un muscat de Montreux. Ça doit être assez rare. Hein. Oui, j'essaye de le faire le mieux possible. Et c'est un muscat qui a un caractère assez sec, contrairement au muscat que vous trouvez dans des pays du Sud. Un rosé, il a un beau nom, Folamour. Alors là, Folamour, alors, je crois que ça s'impose, il faut faire un gros plan sur l'étiquette, parce que l'étiquette est joyeuse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez, chers téléspectateurs, hein, ce qui se passe au-dessus de Montreux. Alexandre Goul, vous nous avez apporté tout ça, ne vous inquiétez pas, on ne boira pas tout ça quand même pendant cette émission. C'est des émissions qui d'ailleurs ont souvent des relents de cave chez nous, parce que nous sommes dans un pays extraordinaire pour cela, bien sûr. Et je crois que vous-même, j'ai l'impression que vous êtes un peu Bacchus quand même, parce que si Chessex a dit de vous que vous étiez dans une lignée à la fois lumineuse et musicienne, moi je dirais, après vous avoir rencontré, que vous êtes un peu bachique, non? Rien ne me prédestinait pourtant à m'installer au milieu du vignoble au-dessus de Montreux, mais c'est le jour où j'ai découvert cet endroit, ce petit paradis, que je me suis dit, est-ce que je vais arracher les vignes qui existent déjà, ou bien est-ce que je vais essayer et tenter l'impossible, c'est-à-dire me transformer en vigneron. J'ai choisi évidemment, comme je suis un peu fou, la deuxième solution. Et ça fait maintenant 35 ans que je produis un vin que je ne commercialise pas, mais que je partage avec mes amis. Et alors, j'ai fait diverses tentatives, dont la dernière est un chardonnay qui me donne entière satisfaction. Et c'est une belle aventure, alors même qu'au village, lorsqu'on m'a vu
installer ma cave. On s'est dit que le jeune artiste qui vient s'installer là sera tout au plus capable de dessiner une étiquette, mais quant à lui voir réussir des vins, c'est une autre chose. J'ai tenu le pari et puis je me fais plaisir aujourd'hui en buvant mon vin et en mangeant mes olives, parce que dans le film tout à l'heure, voilà, il y avait des oliviers. On a vu des oliviers. Donc, il y a des olives au-dessus de Montreux. Il y a des olives au-dessus de Montreux. Consommables. Ah, tout à fait. On les récolte au mois de décembre. Elles sont noires, elles sont à maturité, elles ne sont pas trop amères. Non, non, nous arrivons à 500 mètres à faire quelque chose d'étonnant. Est-ce que le vin, quelque part, sert quand même à l'inspiration du poète que vous êtes? Oh, mettons que le vin, je n'en ai pas besoin pour m'inspirer, mais je pense qu'il rentre dans le contexte de l'harmonie et de l'équilibre. Je crois que c'est une belle devise pour la région, harmonie et équilibre. D'ailleurs, vous avez dit aussi, j'ai un livre sur vous, là, dans lequel on vous cite en disant que vous avez sans cesse recherché l'harmonie et l'équilibre. Alors, est-ce que ça se sent dans votre carrière de peintre, lorsque vous passez peut-être de l'abstrait à une certaine poésie figurative, comme les bateaux? Est-ce que ça se sent, ce passage de l'équilibre et de l'harmonie? Oui, vous avez remarqué le bateau. Alors, le bateau, c'est un petit bateau à vapeur qui est un symbole. C'est un symbole on retrouve le bateau souvent dans vos œuvres. Cette atmosphère ou de port ou d'infini, c'est un petit peu le rêve, le bateau. C'est le besoin d'oxygène. De partir. Partir, la dérobade, la fuite. Mais la fuite devant quoi? Quand on pourrait parler des journées de doute, des aubes indécises, un besoin de trouver une mer sans rivage avec un soleil permanent. Et pourquoi? C'est une espèce de transition entre les turpitudes dont les médias nous assènent les horribles réalités tous les jours, les attention, génocides, on est un guerres. média et il n'y a que des jolies choses ici. Ah, ici, c'est parfait. Vous avez fait une reconstitution magnifique. Mais vous savez, on n'en sort pas indemne de lire les journaux tous les jours, de regarder la télévision et de se voir asséner toutes ces mauvaises nouvelles, ces conflits, ces trahisons, ces épidémies. Et alors, à un moment donné, le peintre, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de témoigner de son temps et en même temps, son devoir. Est-ce que c'est vraiment de contraindre son public à être asséné par ces réalités, ou bien est-ce qu'il faut lui donner la part du rêve? Et je pense que maintenant, je suis en train de terminer une série de toiles où j'ai témoigné de mon temps, mais je pense maintenant, après avoir achevé cette dernière toile, que je vais maintenant aussi distribuer du rêve. Et je pense que c'était le rôle du peintre aussi, de cerner la réalité à un moment, mais d'offrir autre chose. On a parlé de peinture ensemble lorsqu'on s'est vu dans votre jardin, puis on a parlé aussi d'architecture, oui, de patrimoine. Alors on a fabriqué une petite enquête, un petit magazine, sur un sujet qui, je l'espère, va vous plaire. C'est la restauration du château d'Olon, la maison de la Roche à Olon. Alors, vous verrez qu'il y a un architecte très imaginatif, Jean Nicolier, qui a un terriblement beau projet pour faire de ce qui est actuellement une ruine où il y a encore une âme, vous verrez, quelque chose de très vivant. Alors, je vous propose de partir à Olon. Avec plaisir. Il faut dire que sous pareil toit, rien n'irait mieux. Voilà, Alexandre Gould, des belles images. Qu'est-ce que ça suscite comme envie pour vous? Vous auriez envie de participer à un projet comme ça? Écoutez, après la guerre, je me souviens bien, lorsque nous montions dans la direction de Chauzière ou de Villars avec mes parents, passions dans le centre d'Olon, et chaque fois, mon père déplorait l'absence d'entretien de cette superbe toiture, et je peux dire que chaque année que nous passions là, il y avait quelques tuiles de moins. Ça finit par être totalement éventré, et je me félicite qu'aujourd'hui on ait pris la décision de restaurer ce magnifique bâtiment qui va très certainement susciter l'aide
requise pour pouvoir mener à bien ces travaux. Il y a déjà beaucoup de monde qui s'engage autour de ça. Certainement, et j'engage les gens à faire un effort. Ils auront un magnifique lieu pour toutes sortes de manifestations, d'expositions. Alors nous avons été rejoints par Thierry Delez. Thierry, bonjour. Nous avons vu ensemble ces dernières images. On ne va pas revenir dessus, mais vous allez nous proposer quelques nouvelles régionales sur ce plateau et ensuite des images. Voilà, absolument. Donc il se passe toujours beaucoup de choses dans la région. La semaine prochaine, Thierry, nous aurons des images des manifestations qui ont lieu en ce moment à Braux dans le cadre de ce bicentenaire. Absolument, voilà. Maintenant, je vous propose donc d'enchaîner avec des images, de découvrir ensemble des images de la BCV Volley Cup, si vous le voulez bien, avec par la suite le reste de l'actualité en images. Avec des filles de 1m80. Oui, alors assurément, les gabarits sont tout à fait impressionnants. Moi, je trouve que le volley, c'est un sport très impressionnant que je n'aime pas pratiquer parce que j'ai toujours les poignets tout rouges après quelques pas. C'est dur ma technique, tout ce qu'il y a de Je voudrais revenir un petit peu en médiocre. arrière sur le chemin de la Rambertiale. Il y a un stupa tibétain là au-dessus de chez nous. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'Himalaya? Est-ce qu'on va mettre un four à raclette quelque part? Mais on pourrait, pourquoi pas, tiens. C'est un peu idiot comme Ça serait comparaison. sympa, mais peut-être qu'il y a quand même des échanges. Hein. Oui, absolument. Et je pense que les Népalais apprécieraient de déguster une raclette. Alors maintenant, la suite des actualités en images. Alexandre Goul, nous avons vu des sujets très variés qui vont des médias électroniques à la musique de chambre, en passant par les constructions. Est-ce qu'il y a un de ces sujets qui a retenu d'abord tout de suite votre attention un petit peu plus qu'un autre? J'ai toujours aimé la musique, toutes les musiques, donc c'est intéressant de voir cette expérience qui se fait à, rappelez-moi où ça se trouve ça? La Fondation Indemit. La Fondation Indemit, oui. Nous avons vu passablement de sujets, nous avons vu également le tournoi de Montreux. Vous étiez volleyeur, vous? Je l'ai été il y a très très longtemps à Montreux-Plage, où nous y jouions sur une surface de sable. Nous devions être des précurseurs puisque aujourd'hui on parle de beach volley et ce n'est pas autre chose que nous faisions il y a 50 ans à Montreux-Plage. Alors, je pense à une affiche de Montreux-Plage, justement. Vous étiez graphiste aussi, vous avez fait des affiches, vous ne faites pas que des étiquettes pour votre vin. Pendant de nombreuses années, j'ai fait des affiches pour la loterie romande, des affiches touristiques. Ça a été une grosse part de mon activité avant que je reprenne totalement ma peinture. Il y a une affiche qu'on ne voit plus, mais que j'ai remarqué un jour, c'est cette affiche de l'aérodrome de Montreux, puisqu'autrefois, avant que l'autoroute passe entre Villeneuve et Roche, il y avait un aérodrome là, et vous aviez fait une superbe affiche où il y a un avion qui s'éclate dans le ciel bleu. Vous vous souvenez de cette affiche? Tout à fait. Oui, je me souviens très bien. C'était un aérodrome qui se trouvait à la sortie de Villeneuve, à Rénat, très précisément. Et là, il y avait une école d'aviation et des vols partaient pratiquement chaque jour de beau temps à la belle saison pour faire des atterrissages sur le glacier des Diablerets. Quelle merveilleuse époque. C'était une belle époque et Montreux caressait l'espoir de prolonger cette piste et de la faire en dur pour faire atterrir des gros avions chargés de touristes anglais. Voilà quelque chose qu'on ne verra probablement, alors là, jamais. On verra peut-être des sous-marins sur le lac, voire des hydravions, mais des pas... Des hydravions. Moi, j'ai vu souvent atterrir l'hydravion qui venait d'Angleterre jusque dans le golfe de Bonport. Et c'était assez intéressant lorsque l'eau du lac goyassait, comme on dit en vaudois, de voir ces Anglais sortir dans les petites embarcations qui les amenaient sur le quai de Bonport. C'est une époque révolue. On a parlé de réintroduire l'hydravion dans le golfe de Montreux ainsi qu'au large de Lausanne. Les écologistes sont contre. Je pense que dans une période sinistrée comme celle que nous connaissons aujourd'hui, la ressource qu'apporterait l'hydravion à Montreux, ainsi que la publicité que ça ferait à notre région, mériterait quand même d'être tentée.
Ça nous ramènera en tout cas à la belle époque. Belle époque où finalement il y avait des noms qui chantaient comme Singapour, Jakarta, l'Égypte, la Bretagne. Et si je cite ces noms, c'est pas pour rien, c'est parce que je les ai retrouvés dans votre livre. Alors est-ce que vous êtes un rêveur de voyage ou est-ce que vous êtes vraiment un voyageur? Les deux. Les deux. Vous avez dit Singapour, Madras, Pondichéry, joli Pondichéry. Qui est-ce qu'il y a encore? Port Saïd, Zanzibar. J'étais à Zanzibar il y a quelques mois. Quand même extraordinaire. Ça a beaucoup changé par rapport à la Zanzibar anglaise. Ça a beaucoup changé, mais pour celui qui va pour la première fois, qui n'a pas connu l'époque coloniale, il reste heureusement dans l'architecture, pas très bien entretenu aujourd'hui, mais enfin, le rêve trouve encore un peu sa place. Quand je suis rentré pour me divertir, c'est pas très sérieux, mais pour me faire plaisir, j'ai peint une toile imaginaire que j'ai appelée la femme du gouverneur et le gouverneur de Zanzibar. Bien sûr. Alors Zanzibar, ça me fait penser quand même un peu au tapis magique. Et je reviens à cette petit objet insolite que vous nous avez apporté. Alors, je vais quand même vous laisser le plaisir de nous faire découvrir le super insolite de cet objet. Parce que je crois quand même que ça vaut la peine de faire un gros plan. Ça ne vient pas de Zanzibar d'ailleurs, bien que ça évoque quand même le sultan d'une région probablement très similaire. Oui. Hein. Alors, quel est le secret de cette petite chose? Est-ce que vous avez une anecdote? Alors, l'anecdote, c'est qu'un jour, lorsque je n'avais pas 20 ans, je me suis rendu pour faire une visite à ma grand-mère, qui était antiquaire à Montreux, et je remarque cet objet sur un meuble. Je lui demande ce que c'est. Elle me dit « Oh, mais c'est une chose affreuse, je vais m'en défaire. » J'ai trouvé ça dans un lot que j'ai acheté dans une vente aux enchères. Alors, je me suis à ce moment-là approché, j'ai regardé, j'ai dit « Mais voyons, je l'ai pris en main, j'ai vu que c'était mobile et j'ai découvert que cela représentait sur un tapis volant le marchand d'esclaves qui montre la marchandise. » Mon Dieu, quelle horreur. Et nous refermons et c'est un tapis volant. Alors, imaginaire, fantasme, antiquité, tout ça, c'est fabriqué en Autriche. Oui, oui. C'était à la fin du siècle passé, en 1880, par là autour. Alexandre Goul, prenons notre tapis magique et électronique habituel et rendons-nous dans des lieux privilégiés de notre région, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Et compagnie, les degrés de l'illumination. Alors voilà, Alexandre Goul, en fait, on aura bientôt un magazine entier sur le sujet, sur ce centre tibétain au-dessus de chez nous. Vous avez écrit que l'insolite vous ravit. Est-ce que ça, pour vous, c'est insolite, normal? Et avouez que les deux lieux, le Swiss Vapor Park et puis le centre tibétain, l'un à côté de l'autre, c'est quand même des collisions assez intéressantes. Ce sont effectivement des collisions très intéressantes. Je suis frappé d'une chose, et pourtant il n'y a eu que quelques images, c'est que voilà des gens qui, par cette philosophie, ne me semblent pas frappés par le péché originel et qu'ils ont une certaine liberté de la sérénité. Et je sais qu'on fait beaucoup de méditation dans cette philosophie. Je crois qu'il faut appeler ça philosophie et non pas religion. Et je comprends que, surtout à l'époque actuelle, des individus qui ne sont pas forcément des orientaux puissent se tourner, en tout cas pour l'étude de cette philosophie qui, à une époque de stress, d'angoisse, ne peut que par la réflexion apporter la sérénité. Donc c'est intéressant. Dans chacune de mes créations, il y a des fragments de vie, d'expériences vécues, de rêves suspendus. C'est vous qui avez écrit ça. D'ailleurs, oui. Vous écrivez très bien, il faut le dire. Hein. Vous êtes aussi bon poète en écriture que bon peintre. C'est gentil. Qu'est-ce que ça porte, toute cette phrase? Les fragments de vie, les expériences vécues, les rêves suspendus.
Ben, vous savez, les fragments de vie, c'est un petit peu les expériences accumulées. Il y a des choses que l'on peut peindre à mon âge et que j'aurais été incapable d'exprimer avant de les avoir vécues, donc avant que je ne commence à faire de la peinture, ou du moins tout à mes débuts. Alors, ce sont ces fragments de vie, ces petites expériences mises bout à bout qui permettent d'aller plus loin. Moi, je prétends toujours qu'il faut, pour comprendre l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire ou même faire des projections sur l'avenir, il faut pouvoir se retourner en arrière et on comprend beaucoup mieux ce qui arrive quand on se tourne sur le passé. Non pas sur le passé pour s'y ancrer, le passé est passé, mais connaître le passé permet de comprendre ce qui est en train de se passer maintenant, et puis on peut déjà regarder un peu en avant. Et là, il y a un mécanisme qui nous fait comprendre les choses. C'est très difficile, on se plante souvent, mais c'est un bon mécanisme de l'esprit. Je vais réfléchir très profondément à cela pendant les prochaines émissions. Des stars, des photobâtons, des jeux et puis c'est plus. Alors donc à la revoyure, donc au 5 au jazz. Alexandre Goul, cette heure a passé très vite en votre compagnie, mais il y a encore une phrase que j'aimerais citer décidément pour citer un peintre tout au long d'une émission. Je pense que c'est un peu exceptionnel. Enfin, comme je disais, vous écrivez bien, et là, vous écrivez profond en plus. Vous dites « Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui ». Alors, vous êtes un homme, je suppose, généreux, chaleureux même. Qu'est-ce que vous faites pour faire plaisir à autrui ? C'est une phrase que j'ai écrite un jour, elle me paraît tellement évidente que c'est difficile de la commenter, en ce sens que je suis sûr, à quelque part chez chacun, le sourire de quelqu'un à qui vous avez offert de l'amitié, de l'assistance, une attention, eh bien, ce sourire, il vous apporte plus que si c'était vous-même qui étiez l'objet de l'attention de l'autre. Le plaisir que l'on procure à quelqu'un d'autre est beaucoup plus délicat, beaucoup plus important et fait plaisir à soi-même. Et quand vous peignez, vous avez le sentiment de faire plaisir à quelqu'un, l'acheteur potentiel qui va avoir sous l'œil le tableau, non? Quand je peins, je ne pense pas du tout à un acheteur potentiel. J'essaie de dire ce que j'ai à dire, ce qu'il faut que je dise parce que ça doit sortir. Et vous peignez parce que vous exprimez des angoisses. Ben oui, ce sont ces angoisses qu'il faut exorciser, qu'il faut sortir. Ça, vous me voyez dans un jardin avec des palmiers, avec de la belle végétation. Vous dites comment est-ce que ce type-là peut être angoissé. Mais je suis angoissé par tout ce que je lis, par tout ce que je vois tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à un moment donné, il faut que ça sorte, on le crache. Après, ça va beaucoup mieux. On s'est débarrassé d'un fardeau. Merci Alexandre Goul. Cette émission se termine. Nous ne nous débarrassons pas d'un fardeau. Au contraire, nous avons pris une bonne leçon de sagesse. Bonne fin je dirais, de semestre. Et puis alors, bon début de vacances dans les vignes de Montreux. Merci. Au revoir Alexandre. Au revoir.